Les entretiens des patriotes. Bonjour à tous. Macron, après 100 jours, la France est en feu. 4 ans de plus. Avant de répondre à cette question et traiter l'actualité très brûlante sans faire de mauvais jeu de mots, je voulais remercier, vous connaissez la routine, tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail, qui vous offrent ce journal. Aujourd'hui sont à l'honneur Cara Domdi, Marie-Thérèse Mbial, Corsaire, Aïda Lyric, Michel, Anna Lamène. Merci à eux pour tous et merci rémunérateurs. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour votre loyauté, votre fidélité, tous les pouces levés, les gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. La réinformation est le combat de tous. Vous avez été d'ailleurs très nombreux à réagir à ma dernière vidéo et vous m'avez dit certaines choses que je vais corriger ou que moi-même je vais corriger. Certains m'ont écrit que le profil de Naël n'était pas celui qui était présenté par la presse aux ordres. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je l'avais suggéré à travers la voiture. Parce que quand on a 17 ans, qu'on n'a pas le permis et qu'on a ce type de véhicule, cela signifie certaines choses. Le seul ennui, c'est que la famille de la victime avait dit sur tous les plateaux de télévision qu'il poursuivrait les journalistes qui auraient dit autre chose. Donc j'avais fait un peu d'ironie et surtout, j'attendais la confirmation de son profil. En effet, vous vous souvenez peut-être que Charlotte Dornelas avait affirmé qu'il avait un casier long comme le bras. Et certains journalistes lui étaient tombés dessus en expliquant que c'était une énorme fake news. Constatez également ce procès d'intention. Si on est de droite patriote, on ne peut pas être journaliste selon les dires de ces messieurs. Moi, je pense que c'est une inversion accusatoire. En effet, lorsqu'on est trop engagé politiquement, on ne peut pas en effet être journaliste parce qu'on est là pour le combat. Quand on est journaliste, on est obligé de se mettre un peu au-dessus de la mêlée. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas une ligne éditoriale. Bien sûr, on a un point de vue, mais on doit s'appuyer sur des faits. Alors, est-ce que Charlotte a tort ou a raison? Peut-être que le mot casier judiciaire était inapproprié. La réalité, c'est qu'on peut commettre toute une série de délits et ne pas avoir de casier judiciaire parce que on est mineur. Et c'est ce que voulait signifier, vous l'avez compris, Charlotte Dornelas. J'attendais la confirmation, elle est venue, d'abord d'Europe 1. Mort de Naël, l'adolescent connu pour 15 mentions au fichier des antécédents judiciaires. Le jeune Naël a été tué mardi par un policier à Nanterre après avoir tenté de se soustraire à un contrôle routier. Voilà, ça c'est le récapitulatif. Mais qu'est-ce qu'il avait bien pu faire, cet adolescent qui, paraît-il, était un ange ? Nous en avons un peu plus avec le journaliste Truchot. Naël est présenté en 2022 à un juge des enfants pour un refus d'obtempérer. Vous voyez déjà 2022, c'est donc un récidiviste. Le juge prononce une mesure éducative. Le week-end dernier, le jeune homme est placé en garde à vue pour un nouveau refus d'obtempérer. Il est de nouveau convoqué devant le tribunal pour enfants en septembre. Et nous apprenons qu'il est lié au trafic de stupéfiants. Le profil qui nous est donné par ces antécédents judiciaires ne correspond pas à celui qui nous est présenté dans la presse. Un ange, un gentil garçon, ce qui est peut-être le cas avec sa famille, mais il avait une autre vie et nous le voyons cheminer dans une progression de la délinquance. C'est peut-être pour cette raison qu'il a voulu se soustraire à un énième contrôle de police et qu'il a mis donc la vie du policier qui le contrôlait en danger. En tous les cas, c'est la thèse qui est défendue par Bruno Attal. Je vous mets le lien dans ma description. Et j'avoue que je rage un petit peu parce que j'ai eu cette vidéo juste après mon tournage. Merci à Bruno d'avoir mené l'enquête. Je prouve que le policier de Nanterre est innocent. Il était bien en légitime défense. Donc n'hésitez pas à regarder la démonstration de Bruno. Ça ne veut pas dire qu'il est pour autant raison, puisqu'il y a d'autres éléments qui ne sont pas connus. Il faut qu'il y ait confrontation. Dans une démocratie, il faut la défense, Bruno Attal, et puis il faut l'attaque. Il y aura l'avocat de la défense qui présentera peut-être d'autres éléments. On garde son calme, on regarde les pièces du camp opposé. La justice nous expliquera ce qui s'est passé. Mais je voudrais ajouter un point qui est vraiment important. Quand un mineur de 17 ans meurt, même si déjà il chemine dans la délinquance, c'est un drame, mais c'est aussi un échec. Pourquoi est-ce un échec? Parce qu'il est mineur. Et lorsqu'on est mineur, on est sous la tutelle des parents. Vous m'avez écrit avec juste raison la carence éducative de la famille, mais il y a également une carence de l'État. Comment se fait-il qu'il ait 15 citations et qu'il ne se passe rien?
Dans une certaine mesure, il a été abandonné par l'État. Il n'y a plus d'État dans ces cités. On laisse faire. C'est ce que nous dit d'ailleurs très bien Charlotte Dornelas. On l'écoute. Combien de fois on voit ce profil-là? Et combien de fois on se dit, mais si la première fois il avait été devant un juge, qui lui avait dit, écoute, tu vas faire ça pour bien comprendre ce que tu viens de faire et pour surtout ne pas le refaire. Je ne dis pas que ça sauverait tout le monde. Mais il y en a que ça remet dans le droit chemin, c'est sûr et certain. On le voit tous, on le constate tous dans la manière d'éduquer. Donc oui, c'est pire parce que c'est une forme d'abandon aussi que de ne pas répondre et que ne pas installer l'autorité à ce moment-là. Et LFI serait d'autant plus crédible à dire sa colère aujourd'hui s'il réclamait le reste du temps la même sévérité pour tous. Ils veulent une sévérité exemplaire pour les policiers. Ils ont raison. Évidemment qu'ils ont raison. Simplement, ce serait bien que cette sévérité, cette autorité soit réclamée pour tous. Et ensuite, le troisième étape du discours de LFI, c'est le problème des banlieues, c'est la police. Finalement, le problème des banlieues, c'est la police. Et c'est assez récurrent, et là, on l'a entendu ces derniers jours. Et moi, j'aimerais savoir à qui s'adresse exactement la France insoumise dans les banlieues. Qui défend la France insoumise? À qui s'adresse-t-il? Qu'est-ce que la France insoumise a à dire à cette jeune femme qu'on a vue à Marseille s'adresser au président de la République en disant « j'ai peur pour mes enfants », non pas parce qu'il y a des policiers, mais parce qu'il n'y en a pas la nuit? À qui s'adresse la France insoumise? Qu'est-ce que la France insoumise a à dire à cette mère de famille qui, elle, réclame des policiers? Non pas parce qu'elle a peur qu'ils tuent ses enfants, mais parce qu'elle a peur que ses enfants meurent si la police n'est pas là. Là, on ne les entend jamais sur ces dossiers-là. Merci Charlotte. Oui, cette France insoumise qui essaie de faire de la récupération, à qui s'adresse-t-il exactement? Regardons par exemple la mésaventure qui est arrivée à Carlos Martins Bilongo. Regardez, visiblement même les bandes des cités trouvent que la France insoumise, ici le député Carlos Bilongo donc, fait trop de récupération. Je vous mets la vidéo dans la description. Il s'adresse donc à qui? Eh bien, à la pègre de banlieue, et non pas à 70 à 80% de la population qui subit cette pègre. Alors, certains m'écrivent, je sais, vous êtes de gauche et vous me dites oui, mais arrêtez de taper sur la France insoumise, ce n'est pas le moment de se diviser, l'ennemi c'est Emmanuel Macron. Je suis tout à fait d'accord, mais comment je peux rester à l'écart de cette situation quand je vois ce genre de choses? C'est à vous, de gauche, de dire à vos dirigeants cela est tout à fait inadmissible. Vous ne pouvez pas soutenir des jeunes de cité qui sont proches de la délinquance. Vous ne pouvez pas soutenir des jeunes qui cassent tout, qui brûlent les emblèmes de la République. Voilà, il faut quand même faire un peu le ménage dans sa maison. Je sais ce que vous allez me répondre, j'attends déjà de pied ferme les réponses. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on abandonne la République dans les cités, il ne faut pas s'étonner que par la suite, nous ayons une sorte de guerre civile. Et je voudrais aussi revenir sur un fait qui m'a beaucoup choqué. Yael Braun-Pivet a demandé 1 minute de silence à l'Assemblée nationale pour Nahel. On a fait 1 minute de silence pour un jeune qui a un casier judiciaire et qui a tenté d'écraser un policier. C'est-à-dire qu'on met genoux à terre devant un des membres de la pègre de banlieue. Mais dans quel monde vit-on? Est-ce qu'on a fait 1 minute de silence pour d'autres drames? Absolument pas. Vous comprenez qu'ils tremblent en ce moment. Ils tremblent, ils sont prêts à toutes les compromissions. D'ailleurs, je me suis fendu d'un tweet ironique. Pourquoi ne pas donner directement des milliards à la pègre de banlieue? Ils arrêteraient peut-être toute la casse. Parce qu'il c'est déjà arrivé dans d'autres temps et dans d'autres lieux. J'en dis pas plus. Le résultat, c'est que nous avons eu une deuxième nuit d'émeute. Oui, si vous commencez à mettre genoux à terre, pourquoi voulez-vous qu'il s'arrête? Alors, vous avez toute une série de faits, les petits anges qui brûlent les immeubles de leurs voisins, notre société a créé des barbares, il est temps de se réveiller, écrit Philippe Murer. Villeurbanne, Lyon, des tirs de mortier réveillent des habitants qui se révoltent. Ils crient vouloir dormir. Ta gueule, répondent les agresseurs. En représailles, les délinquants visent délibérément le bâtiment. Incendie criminel, plusieurs blessés. Voilà, la France insoumise se met à côté des gens qui veulent brûler les gens et qui veulent dormir. Il faudrait peut-être que les choses changent. Et puis, partout en France, nous avons des images qui sont extrêmement dures. Hauts-de-Seine, un tramway de la ligne 6 incendié à Clamart. Vous avez aussi... Attendez, je retrouve l'image. Val d'Oise, voilà, c'est ça. L'école primaire
Angela Davis de Besançon a été incendiée également. Vous constatez que ces QIA du chiffre associés à la pègre des cités s'attaquent à tous les symboles de la République. L'école, les pompiers, les mairies et les policiers. Et là, on est obligé de réfléchir, qu'est-ce qu'une civilisation? Une civilisation, c'est ce qui permet aux citoyens de vivre tous ensemble. Et qu'est-ce qui permet cette vie ensemble? C'est la loi. À partir du moment où vous faites en sorte qu'il n'y ait plus de loi, donc ces quartiers sont des zones de non-droit où la loi de la République ne s'applique plus, eh bien, vous n'êtes plus en civilisation. Vous avez sécession. Et il s'attaque donc à ce qu'il considère comme une ingérence étrangère dans une certaine mesure. Qui sont les responsables de cet État? Ce ne sont pas, dans une certaine mesure, les populations qui vivent dans les cités. Non, ce sont les gens qui ont permis cette chose. Philippe Murer nous le dit très bien. Je dédie cette vidéo à tous les boomers gauchistes et leurs politiciens foireux qui nous ont menés là. L'achèvement de votre œuvre. Émeute à Vitry. Et pour acheter la paix sociale, ils sont prêts à tout, comme nous le rappelle Fred. Il est expressément demandé aux forces de l'ordre, dans le cadre des scènes de violence urbaine, de ne surtout pas utiliser les LBD, ce serait pris pour une provocation, dixit un journaliste rapportant les consignes circulant dans une note interne de service. Voilà, les LBD, les canons à eau, c'est essentiellement sur les citoyens honnêtes. En ce qui concerne en effet la pègre de banlieue, il faut les respecter, il faut les laisser brûler. Alors face à cela, quelle est la réaction des pouvoirs publics et de notre président roi que nous aimons tant? Et on a imaginé qu'il a créé une cellule hier pour contrôler toutes ces émeutes, cette révolution de cité. Et oui, nous le voyons en plein travail. Hier soir, alors que les émeutes éclatent partout en France, Macron est au concert d'Elton John, la LGBT avant tout, mobilisant des dizaines de forces de sécurité. C'est tout pour le moment. Évidemment, ces images font tâche. Alors, il essaie de les corriger par une du Figaro. Mort de Naël. Macron dénonce des scènes de violence injustifiables après les émeutes de la nuit. Le président de la République a convoqué une cellule interministérielle de crise ce jeudi après une deuxième nuit de violence en France, au cours de laquelle 150 personnes ont été interpellées. Bon, vous avez compris, c'est encore le en même temps. Il était à Marseille nous expliquant que le meurtre au jeune homme était inqualifiable, ce qui est dans une certaine mesure vrai, mais c'est lui le responsable et ce n'est pas le bouc émissaire, ce n'est pas le policier qui devient un bouc émissaire. Je vous renvoie d'ailleurs à Bruno Attal. Et là, j'ai envie de prononcer la phrase que vous attendez tous. De qui se moque-t-il ? J'ai lu un article dans le journal Le Monde qui nous méprise. Regardez bien. Quand Emmanuel Macron invoque Jojo comme maître étalon du français moyen, plusieurs proches du président de la République, sollicités par Le Monde, confirment que ce dernier évoque régulièrement la figure de Jojo au moment d'élaborer les politiques publiques, explique dans sa chronique Solène de Royer, journaliste au Monde. Mais qui est ce Jojo? Jojo, c'est la figure du français moyen, celui que l'on méprise, celui que l'on rabaisse. Vous vous souvenez, pendant l'épisode des Gilets jaunes, en pleine crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron avait déjà utilisé cette expression en regrettant le traitement médiatique du mouvement. Jojo avec un gilet jaune a le même statut qu'un ministre ou un député, avait-il ironisé, suscitant les réactions indignées de l'opposition qui avait dénoncé un mépris de classe. Autrement dit, le président de la République remet en cause la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Il n'y aurait donc pas d'égalité entre les citoyens, il y aurait une hiérarchie. Et il y a une application. C'est que le président de la République, Emmanuel Macron, refuse toute forme de référendum. Il refuse de donner la parole au peuple. Il fait en sorte d'ailleurs de ne même pas dissoudre l'Assemblée nationale alors qu'il n'a plus la majorité. La notion même de démocratie est inconnue au sommet de l'État. Comme l'écrit très bien Régis de Castelnau, ce président de la République a à peu près tout détruit en France. Coup d'État plutocratique pour installer un narcisse incompétent à l'Élysée. Fait. Destruction du service public de l'éducation. Oh, fait, ça, je peux en témoigner. Destruction du service public de la justice. Les dernières affaires dont je vous ai parlé, hélas, le montrent. Destruction du service public de la sécurité. Hélas. Destruction du service public de la santé. Hélas. Destruction des principales libertés publiques. Hélas. Nous en avons encore une illustration avec le refus d'agrément pour
anticorps, destruction des institutions républicaines. Il suffit de regarder l'Assemblée nationale. Fait. Abandon à la pègre d'une partie du territoire national. C'est fait et nous en avons de très bons exemples cette nuit. Mise en place de systèmes de corruption géants à la tête de l'État. Désinstruisation de la France. Explosion des inégalités. Division du peuple français en communautés irréconciliables sur un modèle américain. Tout cela a été fait par Emmanuel Macron. Est-ce que cela va durer encore 4 ans? Je pense qu'il est temps pour beaucoup de prendre conscience qu'il faut s'unir et faire en sorte qu'Emmanuel Macron cesse de nous faire du mal. Je vous ai mis la photo de Nosferatu en titre. C'est exactement ça, c'est Nosferatu. Parce que bientôt notre pays ressemblera à ça. Voici ce qu'il reste ce matin du bus du Cœur des femmes, qui proposait aux femmes des dépistages gratuits pour détecter des maladies cardiovasculaires en ce moment à Bobigny. Il n'y a pas que Nosferatu comme qualificatif d'Emmanuel Macron, on pourrait aussi lui accoler le mot Attila. Après Emmanuel Macron, l'herbe ne repousse plus, la France est en cendres. Je voudrais revenir sur l'image de Cabu. Oui, cette image du français moyen qu'il appelait le beauf, une image raciste, stigmatisante. Vous vous souvenez d'ailleurs de Renaud Hexagone. Il fallait absolument détruire la culture française, donc une caricature. Et que reprocher ces 68 arts attardés aux français moyens? Eh bien, d'aimer la police, d'aimer l'armée et d'être dominé par la raison. Lorsqu'on déraisonne, eh bien, on arrive à cette situation. Lorsque vous n'avez plus de police, lorsque vous n'avez plus de justice, lorsque vous n'avez plus d'éducation, lorsque vous êtes le grand duduche, c'était l'image que voulait proposer Cabu contre le bof, c'est-à-dire un doux rêveur avec une fleur, vous arrivez à la situation 2023, un pays en flammes, un pays qui n'est plus une civilisation. Je vous renvoie à mon explication précédente. Et ironie de l'histoire, Cabu est mort alors qu'il était sous protection policière pendant l'attentat de Charlie Hebdo. Ironie d'ironie, la civilisation qu'il a voulu a provoqué sa propre mort. C'est bien beau d'être un doux rêveur, mais il y a des réalités. Au contraire, ces Français moyens ont une plus grande conscience politique que ceux qui les dirigent. Parce que lorsqu'on est pour l'ordre, lorsqu'on est pour la police, c'est simple. C'est parce que la police est là pour vous protéger. C'est un service public. L'armée, c'est pour protéger la nation. Et lorsqu'on est dominé par la raison, c'est qu'on est au contact des choses, du travail, de l'éducation. Vous remarquez qu'ils n'aiment pas les enfants, par exemple, généralement, c'est 68 ans. Ou alors, quand ils les aiment, c'est d'une autre façon, je n'ouvrirai pas le dossier. Il ne faut pas oublier que ces élites n'en ont rien à faire de la police, puisqu'ils ont une armée de vigiles. Et c'est peut-être là la chose la plus immonde de leur part. Ils sont surprotégés par des vigiles et ils abandonnent le peuple à leur sort dans une certaine mesure. C'est littéralement ignoble. Et lorsqu'ils utilisent la police, c'est pour taper sur les honnêtes gens. On l'a vu d'ailleurs avec les manifestations contre la réforme des retraites ou lors de l'épisode des Gilets jaunes. Oui, nous sommes dans l'ignoblerie. Et lorsqu'ils passent à la radio, ces dignes descendants des 68 arts attardés, ils racontent littéralement n'importe quoi. Et ils font tout pour nous cliver. Polémique autour du hijab sur les terrains de foot. Quand on essaie de faire du zèle, c'est souvent contre les femmes et les musulmans. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les lois de la République s'appliquent. C'est ça la réalité. Quand Ribéry fait un signe de croix ou prie après un but, je n'entends pas de polémique. Ce climat devient infernal. Elle cite Ribéry et Régis Le Sommier rappelle, s'est converti à l'islam, donc le signe de croix après un but, comment dire, oui. Il raconte vraiment n'importe quoi. Ou alors, il s'attaque littéralement à notre culture nationale, comme Daniel Schlederman. Regardez ces deux affiches, elles sont, elles illustrent parfaitement la tendance de la gauche. Vous remarquez qu'il y a deux affiches et qu'il y a une différence. Est-ce que vous avez vu la différence? Eh oui, il y a des livres sur le décolleté dans la seconde affiche. Pour quelle raison? Eh bien, les féministes ont trouvé la première affiche dégradante pour l'image des femmes. Ce serait du malgache, une sorte de concept wokiste qui ferait que c'est pour attirer le regard des hommes. Alors, là, je reste quoi? Pourquoi les femmes sont-elles sexy? C'est pour attirer justement le regard des hommes, c'est pour ce doux jeu de la séduction. Et nous voyons donc Daniel Schlederman tomber dans ce qu'on appelle un puritanisme
anglo-saxon. Dans la tradition française, le corps féminin est mis en valeur pour déifier la femme et non pas pour la rabaisser. Vous avez ces 68 arts qui voulaient dépénaliser la petite enfance, hein, vous vous souvenez de la gauche, vous vous souvenez du code, pardon. Vous avez cette gauche qui a milité pour la pornographie et aujourd'hui, lorsque vous avez une femme qui est jolie, qui est une héroïne de BD, vous n'avez plus le droit de la mettre en affiche, il faut cacher ses formes. Vous voyez quelle est la dérive. Est-ce qu'ils n'ont pas autre chose à faire? On a l'impression de se retrouver au XVe siècle avec le sexe des anges à Constantinople. Nous avons le pays qui brûle et ils sont en train de discuter d'un décolleté féminin en nous essayant de nous imposer une vision puritaine anglo-saxonne. On va maintenant changer de sujet. Triste nouvelle, je crois que Joe Biden a raison, la Russie a perdu la guerre. Vous me croyez pas? Regardez ce tweet. Poutine est clairement en train de perdre la guerre en Irak. Est-ce qu'on peut contredire Joe Biden là-dessus? Est-ce qu'il y a encore des soldats russes sur le sol irakien? Bon, vous pourriez me faire remarquer qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y a jamais eu de guerre entre l'Irak et la Russie. Bon, qu'est-ce que l'on doit déduire de ce lapsus révélateur? Eh bien, exactement l'inverse de ce qui est en train d'affirmer Joe Biden. Les Américains sont en train de prendre conscience que la partie est quasi perdue en Ukraine. Pour quelle raison? La contre-offensive a échoué. Prigojine et son épopée n'a été qu'un push, hein, comme je l'ai vu, et que le pouvoir de Vladimir Poutine, au contraire, est consolidé. Et là, l'OTAN est en panique parce qu'ils sont en train de comprendre qu'il y a un deuxième front avec les troupes Wagner en Biélorussie. Il serait peut-être temps que les élites, entre guillemets, européistes prennent en compte ce que dit le président américain. Et puis il faudra ajouter que sur le plan antérieur, Joe Biden est dans une situation très critique, il y a des enquêtes sur lui, j'essaierai de faire quelques points là-dessus, et qu'on parle de plus en plus des fameux biolabs en Ukraine et des turpitudes de son fils Hunter. Et il y a aussi d'autres nouvelles très inquiétantes, et notamment en Allemagne. Fuite des capitaux. Les investisseurs quittent l'Allemagne et misent sur la prochaine crise de l'euro. L'Allemagne est entrée en récession, les bourses jouent contre l'euro. La France connaît sa deuxième nuit d'émeute. Il faudrait vraiment que certains se mettent autour d'une table et réfléchissent aux solutions pacifiques pour résoudre le conflit en Ukraine. Cela devient une véritable urgence. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, à la diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.